Je vous propose de commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier cours de la série de cette année, qui sera donc consacré au SQUID supraconducteur et au SQUID atomique. Et ça clôturera donc ce cycle de cours sur les jonctions Josephson et plus généralement sur les gaz quantiques ou les fluides quantiques couplés. Alors, avant de commencer, je vous rappelle, comme chaque fois, le séminaire qui va suivre ce cours. Tout à l'heure, on aura le plaisir d'écouter Eleni Diamanti du LIPSIS Sorbonne Université, qui nous parlera de réseaux quantiques, plus précisément de réseaux photoniques, à savoir leurs ressources et leurs applications. Ce sera un séminaire en français. Alors, pour situer le cours d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur la caractéristique essentielle peut-être de l'effet Josephson, c'est son lien avec la phase quantique. Je vous rappelle donc qu'une jonction Josephson, enfin l'effet Josephson, son côté vraiment spectaculaire, c'est que si vous prenez deux supraconducteurs, donc un à gauche ici, A, et un autre à droite, B ici, vous séparez ces deux supraconducteurs par une fine jonction isolante, eh bien, en l'absence de toute différence de potentiel électrique entre A et B, il suffit d'avoir une différence de la phase quantique entre la phase phi A et la phase phi B pour qu'un courant puisse circuler. Donc c'est un exemple de circuit où, 100 mètres de différence de potentiel, vous avez un courant qui circule entre deux points du circuit. Et j'avais déjà mis dans le premier cours une phrase de Anderson qui résume bien la situation. Combien cette proposition de Josephson était révolutionnaire. Ce que dit Anderson en 1970, donc, il rappelle, en 1962, on avait déjà postulé, on savait que la supraconductivité résidait dans la cohérence des paires de Cooper qui étaient à la base de la supraconductivité. Donc on savait que ces paires de Cooper se mettaient ensemble pour générer une phase macroscopique. Mais avant Josephson, cette phase des ondes macroscopiques associées aux paires de Cooper, on pensait qu'elle était non mesurable par principe. Et Josephson arrive, et Josephson dit, certes, la phase absolue n'est pas mesurable, mais en revanche, si j'ai une différence de phase entre la gauche et la droite, là, à ce moment-là, cette différence de phase, elle est mesurable, elle est physique. Et comment est-ce que je la mesure ? Eh bien, précisément par ce courant qui circule dans ma jonction. Alors, une fois qu'on a une phase et qu'on a l'idée que donc on a une cohérence de phase dans un système, eh bien, il y a une idée qui vient assez naturellement, c'est est-ce que je peux exploiter cette cohérence de phase pour faire des interférences ? C'est l'idée des fans de Young, par exemple. Pour tester la cohérence de la lumière, vous percez un écran avec deux trous, et vous pouvez voir en aval de l'écran des franges d'interférence qui résultent de la cohérence entre les ondes qui passent par le trou de gauche ou le trou de droite. Et c'est ça le principe du SQUID. Le principe du SQUID, ça va être d'exploiter une interférence qui va révéler cette différence de phase. Donc, la géométrie que je vais prendre est la suivante, enfin, c'est la géométrie habituelle, c'est-à-dire que vous avez un courant I extérieur qui arrive de la gauche ici et qui repart vers la droite ici. Et puis, au lieu de travailler avec une jonction, vous travaillez avec deux jonctions. C'est l'équivalent des deux trous de Young. Vous avez une jonction J dans la partie supérieure, une jonction J' dans la partie inférieure, un courant I qui va traverser cette jonction ici, I' qui va traverser celle-là. Je suppose que je me mets dans le régime non dissipatif, donc ce n'est pas la peine de passer par le modèle RCSJ avec une résistance et une capacité en parallèle. Simplement là, je vais dire que le courant qui passe ici, c'est IC sinus phi. Le courant qui passe dans la jonction du bas, ce sera IC'. IC et IC' ne sont pas forcément égaux. Je les prendrai égaux tout à l'heure, mais ils ne sont pas forcément égaux a priori. IC' sinus phi'. Et le courant total, donc, on voit bien qu'il va y avoir un phénomène d'interférence qui va se produire entre la phase phi et la phase phi'. Mais pour ça, il faut savoir comment est-ce que je varie cette différence de phase phi moins phi'. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ce courant I extérieur va révéler effectivement cette interférence entre phi et phi'. Et question conjuguée, c'est si je sais comment est-ce que je la varie, c'est qu'est-ce que je peux détecter avec ce dispositif. Et la réponse, c'est que si je prends une jonction supraconductrice, un moyen de faire varier la différence de phase entre phi et phi', c'est de mettre un champ magnétique perpendiculaire au plan de l'écran, donc mettre un champ B comme ça, donc faire passer un flux à l'intérieur de cette boucle, ici, et à ce moment-là, je produirai un dispositif qui sera sensible à la valeur du flux du champ magnétique à l'intérieur de cette boucle, donc sensibilité aux effets magnétiques. Et pour une jonction atomique, à ce moment-là, j'ai affaire à des particules neutres, donc je n'ai pas les mêmes effets magnétiques, je n'ai pas de force de Lorentz,
QV vectoriel B si j'ai une charge nulle, bien sûr, mais la sensibilité, elle sera à ce moment-là aux effets rotationnels. C'est-à-dire que pour une onction atomique, ce qu'on fera, c'est qu'on fera tourner l'ensemble, comme ça, à une fréquence oméga, une fréquence angulaire oméga, et à ce moment-là, eh bien, on verra de nouveau une sensibilité et une possibilité de mesurer des effets rotationnels. Voilà, donc c'est ça le programme d'aujourd'hui, c'est essayer de comprendre tout ça. Donc voilà le plan que je vais suivre. Dans un premier temps, je vais discuter quelque chose qui joue un rôle crucial dans tout ce qui va suivre, c'est l'invariance de jauge, pour comprendre en quoi est-ce que effectivement ce SQUID permet de mesurer un champ magnétique. Et on commencera par un anneau supraconducteur tout simple, c'est-à-dire sans jonction, simplement un anneau comme ça, une boucle de courant. Et on mettra en évidence, on utilisera l'effet Meissner et on mettra, tiens, je vois que j'ai fait une faute d'orthographe ici, on mettra en évidence la quantification du flux. Ensuite, on passera au SQUID supraconducteur lui-même. Je vous donnerai quelques exemples d'utilisation des SQUID supraconducteurs. En particulier, je discuterai les qubits, les éléments essentiels pour le traitement quantique de l'information. J'y créerai deux types de qubits, les boîtes à paires de Cooper et les transmons. Ensuite, on passera au SQUID atomique, où on exploitera cette équivalence champ magnétique et rotation. Et puis, je décrirai quelques expériences pour finir avec des SQUID atomiques. Voilà, donc je commence par cette notion d'invariance de jauge et cet anneau supraconducteur. Et pour ça, je vais passer au tableau. Donc, je commence par cette idée de champ magnétique et invariance de jauge. Donc, je suppose que j'ai des particules chargées et j'ai un champ magnétique B qui dépend de la position B de R. Alors, à ce champ magnétique B, on associe un potentiel vecteur, grand A de R, de telle sorte que B est égal à rotationnel de A de R. Et donc A, c'est le potentiel vecteur. Dans tout ce qui va suivre, B est indépendant du temps. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille avec le potentiel vecteur plutôt qu'avec B? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'introduire A? Eh bien, j'ai besoin d'introduire A parce que, en fait, dès que je veux faire un formalisme hamiltonien pour décrire le mouvement d'une particule de charge Q dans un champ magnétique B, eh bien, en fait, cette description se fait non pas avec B, mais elle se fait avec le potentiel vecteur A. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de décrire dans un cadre hamiltonien classique ou hamiltonien quantique, la dynamique du système avec B seulement. On a besoin de A. Et à ce moment-là, donc, l'hamiltonien, une fois que je dispose de A, cet hamiltonien, pour ma particule de masse m en mouvement dans le champ B, eh bien, il s'écrit sous la forme 1 sur 2m, P, opérateur P, moins Q, opérateur A, alors plus précisément A pris au point opérateur position R, au carré. Donc voilà le formalisme hamiltonien. Dans cette expression-là, donc je vous rappelle ce que signifie l'opérateur R et l'opérateur P. C'est comme toujours en physique quantique. L'opérateur R agissant sur une fonction de psi de R, eh bien c'est simplement la valeur de la position fois psi de R. Et l'opérateur P agissant sur psi de R, c'est moins IH bar gradient de psi de R. Voilà, donc ça c'est la définition des opérateurs position et impulsion. Et c'est là qu'intervient tout de suite l'idée d'invariance de jauge. Autant mon B de R que j'ai écrit ici, il est bien défini quand j'ai affaire à une situation physique donnée, des bobines parcourues par le courant qu'il faut, autant le potentiel vecteur A, lui, j'ai plein de choix possibles qui conviennent. J'en ai une infinité. Je peux faire ce qu'on appelle une transformation, un changement de jauge. Ou une transformation de jauge, si vous préférez. Un changement de jauge, ça consiste à dire, si j'ai mon potentiel vecteur A de R, eh bien, je peux très bien le remplacer, ce potentiel vecteur de A de R, par un A' de R, qui est simplement A de R plus le gradient de n'importe quelle fonction qui de R, pourvu qu'elle soit suffisamment régulière. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit continu et que ça soit dérivable pour que ça ait un sens. Si je prends A ou si je prends A', j'aurai le même champ B, puisque B c'est le rotationnel de A, et le rotationnel d'un gradient c'est toujours nul.
Donc, j'ai plein de choix possibles pour A, encore une fois. Je peux prendre un A', je peux prendre n'importe quelle fonction qui prendre son gradient, et ça me donne un autre choix possible. Alors évidemment, ça me change mon Hamiltonien. Donc la question qu'il faut se poser immédiatement, une fois qu'on a ça, c'est de se dire, si je commence à changer l'Hamiltonien comme ça, finalement, qu'est-ce qui est invariant de jauge? Qu'est-ce qui est vraiment physique? Quelles sont les quantités que je vais pouvoir mesurer indépendamment de mon choix de la fonction qui? Donc, on va regarder ce que donne un changement de jauge. Donc ça, le changement de jauge, c'est le changement de jauge en magnétostatique. Et pour qu'on ait une invariance de jauge au niveau de la dynamique de ma particule, il faut faire simultanément un changement de jauge quantique. Et on va voir pourquoi il faut faire ça dans un instant, mais là, je vous donne tout de suite le résultat. Ce changement de jauge quantique, ça me dit que si je commence à jouer avec le potentiel vecteur A de R en lui rajoutant gradient qui, eh bien, il faut que je fasse simultanément une opération sur mes fonctions d'onde. C'est-à-dire que partant de psi de R, il faut que je passe à psi' de R. Et ce psi' de R, c'est puissance I, Q, qui de R, le même qui, sur H bar, fois psi de R. Encore une fois, je vais vous justifier ça dans un instant. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que un changement de jauge, pour qu'il décrive correctement ce qui se passe à la fois au niveau des champs et des particules, eh bien, il doit faire une opération simultanée, ajouter gradient qui au potentiel vecteur et multiplier les fonctions d'onde par une phase cette phase, c'est Q fois qui sur H bar. Alors, pour se convaincre que c'est effectivement ça qu'il faut faire, ce que je vous suggère, c'est de regarder à la vitesse de la particule. Vitesse moyenne, on va voir, ou champ de vitesse. Alors pour ça, je commence par définir l'opérateur vitesse. Et l'opérateur vitesse, c'est simplement V chapeau, c'est la dérivée de la position de l'opérateur position par rapport au temps. Donc ça se calcule en point de vue de Heisenberg, donc prenant simplement le commutateur de l'opérateur position avec l'hamiltonien qui est écrit ici. Et quand on fait le calcul, eh bien, c'est tout simple. J'utilise le fait que le commutateur de R avec P, c'est IH bar. R commute avec A de R. Et donc ça, on trouve tout de suite, quand on fait le calcul, 1 sur M, P moins Q fois A de R. Voilà, donc ça, c'est mon opérateur vitesse. Et cet opérateur vitesse, eh bien, je vais calculer sa valeur moyenne si je me donne une fonction d'onde psi. Donc je prends une fonction d'onde psi de R que j'écris sous une forme générique racine d'une densité ρ de R qui est une densité de probabilité fois une puissance I θ de R. Donc ça c'est la forme générique pour une fonction d'onde. Je suppose que cette fonction est normalisable pour simplifier les choses. Et donc je peux calculer valeur moyenne de V, de mon opérateur vitesse. La valeur moyenne de V, c'est donc l'intégrale de psi étoile de R, l'opérateur vitesse V agissant sur psi de R, donc des 3 R, qui est donc, quand on fait le calcul, donc je dois faire agir P ici, donc l'opérateur gradient agissant sur psi de R, donc P, cet opérateur gradient agissant sur psi de R, ça peut me prendre le gradient de ρ et le gradient de θ. On peut se convaincre faire le calcul, mais on peut se convaincre que le gradient de ρ ne contribue pas à la moyenne. Et donc tout ce qui reste, c'est 1 sur M, l'intégrale donc de ρ de R, et ce que je trouve, c'est H bar gradient θ, donc ça c'est la partie de P agissant sur la phase, moins QA de R. Voilà, et puis toujours des 3 R. Voilà, donc la structure de ma valeur moyenne de vitesse. Donc cette chose-là, encore une fois, je cherche à vous montrer pourquoi est-ce que j'ai eu raison de prendre ça pour accompagner mon changement de jauge magnétostatique ici. Je peux l'interpréter comme étant finalement la valeur moyenne avec un poids ρ de R d'un champ de vitesse V de R. Ce champ de vitesse qui va jouer un rôle important dans tout ce qui va suivre, c'est donc H bar gradient θ moins Q fois A de R. Donc cette valeur moyenne de V, je la réécris comme donc l'intégrale de D3R ρ de R
V de R, où V de R, le champ de vitesse, c'est simplement donc 1 sur M, H bar gradient θ, moins Q fois A de R. Voilà. Et je prétends que cette chose-là, eh bien, c'est bien invariant de jauge. Effectivement, si j'ai ça, et si je fais la substitution A donne A plus gradient qui, et si en même temps je fais la substitution sur ma phase θ, où je dis que θ, je le remplace par θ plus Q qui sur H bar. Donc θ, je remplace par θ plus Q qui sur H bar. Eh bien, si je ne me suis pas trompé, quand je fais cette substitution-là, le H bar gradient θ qui est ici, les H bar vont s'éliminer, je vais sortir un Q fois gradient qui, et quand je remplace A par A plus gradient qui, eh bien ici je vais avoir moins Q gradient qui. Donc j'ai plus Q gradient qui vient d'ici, moins Q gradient qui vient d'ici. Donc V ici est inchangé dans ce cas-là. V donne V. Donc la vitesse, le champ de vitesse que j'ai sorti ici, est effectivement une quantité qui est invariante de jauge, pourvu que je fasse bien simultanément le changement de jauge magnétique, qui est écrit ici, et le changement de jauge quantique, qui est là. Voilà. Donc c'est avec cet objet-là, qui est donc un objet physique, hein, c'est un objet qui est indépendant du choix de jauge, qu'on va travailler, ce champ de vitesse. Alors, ayant dit ça, on va considérer pas forcément des choses... Il manque un vecteur ici. On ne va pas forcément considérer des choses locales, mais on va parfois s'intéresser à des éléments de circuit. Donc je peux considérer par exemple un circuit qui va d'un point B à un point A ici, et je me demande pour ce circuit C, quelle est l'invariant de jauge à cette vitesse, donc la circulation de la vitesse. Donc je vais regarder l'intégrale de B à A de V fois dr, une intégrale curviligne. Et cette chose-là, quand je le calcule, eh bien, ce que je vais trouver, c'est 1 sur H bar, pardon, 1 sur M. Donc cette chose-là, c'est 1 sur M, l'intégrale donc de B à A de gradient θ, moins Q fois l'intégrale de B à A de A scalaire dr, avec tout ça en facteur, et j'ai oublié un H bar, je pense, ici. Donc ce que je vois apparaître, c'est 1 sur M, H bar, donc l'intégrale de gradient θ de B à A, c'est θ de A moins θ de B, à 2π près, hein, quand les phases sont toujours définies modulo 2π, moins Q fois l'intégrale de B à A de A scalaire dr. Voilà, et il faut que je ferme ma parenthèse, donc c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, donc si on a affaire non pas à une quantité locale comme V de R, mais à une intégrale sur un circuit, eh bien ce qu'il faut prendre, c'est non pas la différence de phase entre A et B, ça c'est pas un invariant de jauge, puisque je peux changer ma phase de ma fonction d'onde, mais c'est la différence de phase entre A et B, moins l'intégrale curviligne du potentiel vecteur de B à A sur le circuit que j'ai considéré. Et tout ça, j'insiste bien, c'est modulo 2π, hein, puisque, encore une fois, les phases θ de A et θ de B sont définies modulo 2π. Voilà, donc ça, c'est des quantités qu'on va voir apparaître au fil du cours, quand on cherchera à construire des quantités invariantes de jauge avec des circuits, en particulier le circuit du squid, eh bien, ce sont des choses comme ça qu'il faudra faire apparaître. Alors, je vérifie que je n'ai pas oublié trop de H bar et de Q et de M, mais ça a l'air correct. Voilà. OK. Bon, là, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais prévu de vous dire sur cette diapositive, donc avec l'invariant de jauge le long d'un circuit C. Maintenant, pour le cas d'un anneau supraconducteur, il y a un effet qui va nous simplifier les calculs que je vais vous présenter sur les diapos, c'est l'effet Meissner. L'effet Meissner, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est le fait que quand vous plongez un circuit supraconducteur dans un champ magnétique, eh bien, il y a des courants qui sont induits et qui expulsent, comme on dit, le champ magnétique du cœur de l'anneau. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement comment ça sort, ça, parce que ça va jouer un rôle important dans la suite. Donc, je prends cet anneau-là, je suppose qu'il est parcouru par un courant, et donc le courant, c'est simplement défini à partir de la vitesse que j'ai ici. Je peux l'encadrer, cette vitesse, parce qu'elle va revenir souvent. Le courant, c'est la densité de charge au point R, ρ de R,
fois Q, la charge élémentaire, fois ce champ de vitesse V de R. Je vais supposer que la densité de charge, de paire de Cooper est uniforme, je l'appelle ρS, pour ρ superfluide ou supraconducteur. Donc le courant, c'est Q ρS sur M fois la vitesse, enfin Q ρS fois la vitesse qui est écrite au tableau. H bar gradient θ moins QA. Et puis, je sais que ça, c'est une relation donc, entre J et puis le champ magnétique, ou son potentiel vecteur A. J'ai une deuxième relation, qui est la relation qui est vraie tout le temps, qui est l'équation d'Ampère, qui est que le rotationnel de B, c'est μ0 fois J, le courant. Donc finalement, j'ai deux relations qui me relient courant et champ magnétique. La première ici, J et A, et la seconde ici, B et J. Et donc, je vais pouvoir éliminer l'une des deux variables par rapport à l'autre, et je vais choisir d'éliminer J au profit de B. Voilà. Donc, je vous remets les deux équations ici. J en fonction de H bar gradient θ moins QA, et rotationnel de B égale μ0J. Je commence par prendre le rotationnel de la première équation. Donc, à gauche, j'ai rotationnel J, et à droite, j'ai rotationnel d'un gradient. Ça, j'ai déjà dit, ça vaut 0. Donc, il me reste le rotationnel de A, mais ça, je sais que c'est B. Donc, j'ai rotationnel de J égale moins. Alors ensuite, j'ai un préfacteur qui est Q ρS sur M qu'on avait tout à l'heure fois Q, donc moins Q carré ρS sur M fois B. Et puis, donc vous voyez, là, c'est rotationnel de J en fonction de B, et là, j'ai rotationnel de B en fonction de J. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je vais prendre le rotationnel de cette deuxième équation pour faire apparaître le rotationnel de J à droite, donc je sais qu'il est égal à B. Et là, bah, ce n'est pas agréable parce que je dois prendre rotationnel de rotationnel, mais bon, on a des bons formulaires pour trouver ça. Et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça dans le cas particulier, parce que dans le rotationnel de rotationnel, il y a un terme qui fait intervenir la divergence de l'objet sur lequel on travaille, divergence B, mais là, on sait que divergence B, c'est 0, hein, pour un magnétostatique. Donc tout ce qui reste, en fait, du rotationnel de rotationnel, c'est moins Laplacien. Moins Laplacien B égale, donc à droite, μ0 fois rotationnel de J, donc moins μ0 Q2 ρS MB. Voilà, c'est une équation différentielle satisfaite par B à l'intérieur de mon matériau supraconducteur. Cette équation, je peux la écrire sous une forme plus compacte. Évidemment, les signes à gauche et à droite disparaissent. Donc j'ai Laplacien B égale quelque chose qu'à la dimension de l'inverse d'une longueur, puisque Laplacien, c'est une dérivée seconde par rapport à la position. Donc je l'écris 1 sur lambda L carré fois petit b, où lambda L est à la dimension d'une longueur. C'est ce qu'on appelle la longueur de pénétration de London, et c'est donc ce qui vient ici en racine carrée en prenant l'inverse. Donc m divisé par μ0 Q2 ρS. Alors pour avoir une intuition de ça, on peut prendre une géométrie planaire. Supposons que j'ai un système donc, où j'ai mon matériau qui occupe cette partie-ci de l'espace. Donc là, c'est l'axe X. Je mets mon champ B perpendiculaire comme ça, ici. Eh bien, ce que je vois, c'est que cette équation-ci, donc B seconde égale B divisé par lambda L carré, la solution physique de cette équation, c'est que B tende vers 0 quand je vais vers l'infini, tendent exponentiellement vite vers 0. B égale B0 exponentielle moins x sur lambda L. Et la raison pour laquelle B tend exponentiellement vite vers 0, c'est que de l'équation que j'ai pour J ici, eh bien, je peux comprendre qu'il y a un courant J qui lui aussi est localisé au voisinage de la paroi, c'est-à-dire lui aussi tend vers 0 vite quand je m'éloigne de x égale 0. J'ai un courant J qui circule comme ça. Voilà. Juste en surface de mon supraconducteur, j'ai un courant J ici, et puis ce courant J, plus je vais à l'intérieur du supraconducteur, plus il sera faible. Voilà, donc on a ce qu'il nous faut, c'est-à-dire que j'ai à l'intérieur de mon matériau supraconducteur, dans cette zone-là, ici, un champ magnétique B qui est quasiment nul, un courant J qui sont quasiment nuls, et j'ai donc ce courant bleu ici qui a expulsé le champ du cœur du matériau. Et puis il crée également un champ magnétique ici qui vient superposer au champ B appliqué. Voilà, donc ça c'est l'effet Meissner. Alors je vous l'ai fait dans une géométrie plane, mais si vous prenez une géométrie sphérique, ce sera un peu plus compliqué, vous aurez des fonctions de Bessel qui interviendront, mais on arrivera au même résultat. Savoir que si vous avez un matériau suffisamment gros, c'est-à-dire d'épaisseur suffisamment grande par rapport à lambda L, eh bien, à l'intérieur, il n'y a pas de courant et pas de champ magnétique. Pour les supraconducteurs usuels, lambda L est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Donc c'est grand devant la distance interatomique dans un métal, bien sûr, mais c'est petit devant les tailles typiques des fils. Les tailles typiques des fils, c'est plutôt le micron, dizaines de microns, voire le millimètre. Donc, dire que le champ magnétique est nul à l'intérieur
va être une bonne approximation pour la plupart des systèmes qu'on va être amené à considérer. Voilà. Donc avec ça, j'ai tout pour terminer cette première partie qui est l'anneau supraconducteur. Je prends maintenant un anneau comme ça, je le plonge dans un champ magnétique. Donc ce champ magnétique, il est perpendiculaire au plan de l'anneau, il peut être comme ça. Voilà. Le courant J, que j'ai écrit tout à l'heure, Q rho S sur M fois cette vitesse qui était encore écrite au tableau, je peux dire qu'il est nul au cœur du matériau, c'est-à-dire que si je prends le cercle qui est le cercle médian, là, qui passe juste à l'intérieur de ma section ici, juste ici, je place sur ce cercle, et je sais que sur ce cercle, je n'ai pas de courant, J vaut 0. Et de ça, on peut déduire très simplement la quantification du flux à travers l'anneau. Et ça, c'est ce que je vais faire maintenant au tableau. Donc c'est l'anneau supraconducteur. Voilà, donc je prends l'intégrale curviligne de J dr, où J, encore une fois, c'est simplement Q fois ρ S fois V, ici. Donc, avec l'effet Meissner, je sais que ça vaut 0. Mais si maintenant je décompose J en fonction de ce qui est écrit ici, donc c'est Q ρ S sur M fois donc l'intégrale curviligne de h bar gradient θ moins Q fois l'intégrale curviligne de A fois dr. Là, j'intègre gradient θ sur une boucle fermée. Donc là où tout à l'heure j'avais θ de A moins θ de B, maintenant j'ai θ de A moins θ de A, donc j'ai 0, modulo 2π. Donc cette chose-là, c'est 0 modulo 2π. Et cette chose-là, l'intégrale curviligne de A de R, c'est simplement le flux du champ magnétique, puisque B c'est rotationnel de A, des deux R, enfin c'est le flux qui passe à l'anneau, donc c'est ce que j'ai appelé grand phi. Et donc quand je mets ça ensemble, eh bien ce que j'obtiens, c'est simplement que 0 est égal à 2π fois n h bar, c'est le h bar fois 0 modulo 2π, moins donc Q fois grand phi, ce que je peux encore écrire sous la forme grand phi égale n fois phi 0, en faisant passer Q phi ici, et phi 0, ça va jouer, je vais l'utiliser souvent, c'est le quantum de flux 2π h bar sur Q. Voilà, donc on a comme ça immédiatement la quantification du flux qui passe à travers l'anneau avec le quantum de flux qui est écrit ici. Alors, un point qui est important, c'est que le flux phi que je trouve ici, c'est le flux phi imposé de l'extérieur plus le flux créé par les courants. Donc phi, c'est phi extérieur plus donc le flux créé par le courant. Je vous ai dit, à cause de l'effet Meissner, j'ai un courant qui circule en surface de mon supraconducteur. Donc, associé à ce courant, il y a un champ magnétique. C'est celui qui sert à expulser le champ magnétique du cœur du matériau. Donc ça, je peux l'écrire grand L fois I, où L est l'inductance de ma boucle. Donc ce qui est quantifié, ce n'est pas le flux extérieur. Le flux extérieur, je suis libre de mettre ce que je veux en changeant le courant dans mes bobines. Mais ce qui est quantifié, c'est le flux total, c'est-à-dire le flux extérieur plus la réponse du circuit, c'est-à-dire LI. Voilà. Donc voilà, ça c'est un anneau supraconducteur simple, il n'y a pas encore de jonction Josephson, mais on a donc traité le problème complètement. Alors là, j'ai donc utilisé le fait que j'avais l'effet Meissner, c'est-à-dire que j'avais un champ magnétique nul à l'intérieur de mon matériau. Si ce n'est pas vrai, c'est écrit dans les notes, on a quelque chose d'un petit peu plus subtil, c'est ce qu'on appelle la quantification du fluxoïde, mais je n'en aurai pas besoin ici. Ça réapparaîtra naturellement pour les squids à base de gaz quantique, de fluides, de particules neutres. Voilà, donc là, on a maintenant ce qu'on voulait pour l'anneau, et j'aimerais maintenant passer au squid supraconducteur lui-même. Donc, je vais repasser au tableau. Maintenant, on va reprendre notre anneau qu'on vient de voir, mais on va mettre des jonctions dessus.
Et on va essayer de voir ce qui se passe, en quoi les jonctions modifient la physique du système. Je vais me remettre ici. Voilà. Alors, mon squid, donc, c'est une boucle de courant. Donc, voilà mon cercle là. J'ai un courant qui arrive ici, qui repart ici, c'est le courant extérieur. Je mets une jonction là, je mets une jonction ici. Donc, j'appelle le point qui est là petit a, le point qui est là petit b, le point qui est là petit a', et le point qui est là petit b'. Voilà, avec le courant extérieur donc, qui rentre et qui sort. Et extérieur. Donc cette jonction ici, elle est caractérisée par une phase phi. Cette jonction-là, elle est caractérisée par une phase phi'. Et on va travailler donc avec des quantités invariantes de jauge. Donc c'est la phase phi qui caractérise la jonction supérieure ici, d'après ce qu'on a vu quelque part là. Voilà. La quantité invariante de jauge, en fait, c'est θ de A moins θ de B moins Q sur H bar fois l'intégrale de B à A de ADR. Donc c'est ça que je vais appeler phi, c'est θ de A moins θ de B moins Q sur H bar fois l'intégrale de B à A de A de RDR. Donc l'intégrale de B à A, c'est l'intégrale prise sur ce petit arc de cercle qui va de B à A ici à travers la jonction. Et de la même façon, en bas, j'ai la phase phi', qui est donc θ de A' moins θ de B' moins Q sur H bar fois l'intégrale de B' à A' de A de R dr. Voilà. Avec ça, si je travaille avec ces quantités phi et phi', je travaillerai bien avec des quantités invariantes de jauge. Et encore une fois, c'est ça qu'il faut faire si je veux que mes expressions mathématiques aient un sens physique. Donc, je vais en arriver à la relation qui est la relation essentielle, qui est celle qui est écrite sur la diapositive, c'est que phi moins phi', eh bien, est relié au flux phi de champ magnétique à travers le squid. Enfin, à travers l'anneau, plutôt. Oui, c'est le squid entier, qui est donc composé par l'anneau plus ces deux jonctions. Alors, pour arriver à ça, je vais faire à peu près la même chose que ce que j'ai fait pour l'anneau supraconducteur, sauf que maintenant, il ne faut pas que j'intègre directement à travers la jonction, parce qu'à travers la jonction, je ne sais pas si la phase de mon θ est bien définie, la phase de mon supraconducteur. À l'intérieur de la jonction, j'ai un isolant, donc la phase elle-même n'est pas bien définie. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'intègre partout, sauf à l'intérieur des jonctions elles-mêmes, ce qui n'aurait pas de sens. Donc, je vais prendre un contour qui va faire la chose suivante. Je vais partir de A, ici, et je vais intégrer comme ceci, pour aller jusqu'en A'. Et ensuite, je vais repartir de B', et je vais aller jusqu'en B. Donc là, je suis sûr d'intégrer à l'intérieur du supraconducteur. Donc là, tout va bien, je vais utiliser l'effet Meissner, mais je vais m'interdire d'intégrer la phase quantique à l'intérieur de cette jonction et à l'intérieur de celle-ci. Parce que, encore une fois, cette phase est mal définie. Donc qu'est-ce que ça donne quand je fais ça, quand j'intègre comme ceci ? Eh bien, j'ai donc 0, puisque j'intègre au cœur d'un supraconducteur et j'ai mon effet Meissner. Donc l'intégrale de A jusqu'à A', plus l'intégrale de B jusqu'à B', de H bar gradient θ moins Q fois A de R dr. Et ça, quand je le calcule, donc qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, intéressons déjà à la contribution de gradient θ. Donc, je vais avoir H bar gradient θ allant de A à A'. Ça va être θ de A', moins θ de A, toujours modulo 2π. Hein, ça, les modulos 2π, je les rajouterai à la fin. Ensuite, j'ai l'intégrale de B à B', donc ça va me faire
plus... Attendez, là je me suis trompé, c'est de B' à B. Voilà, je remonte ici, je tourne toujours dans le sens trigonométrique, donc je vais de B' à B, pas deuxième. J'espère que c'est bien clair. Voilà, B' à B. Donc plus θ de B moins θ de B'. Voilà, donc ça c'est la partie de l'intégrale de la phase. Et puis ensuite, j'ai donc l'intégrale de A de R sur cette même partie, mais A de R, lui, j'ai aucun souci, je peux l'intégrer à travers cette jonction. Là, A de R, lui, il existe partout. C'est θ qui n'existe pas partout, mais A de R, il existe partout. Donc, l'intégrale de A' plus de B' à B de moins Q A de R, je peux l'écrire moins Q fois l'intégrale totale curviligne sur tout le cercle de A de R. Donc là, j'ai rajouté les petits bouts qui traversent les jonctions, donc il faut que je les soustrais. Donc moins de ce que j'ai rajouté, c'était l'intégrale de B à A ici, donc moins l'intégrale de B à A de A de R, et puis moins l'intégrale de A' à B' de A de R dr. Voilà. Et sous cette forme, eh bien, je prétends que je fais apparaître exactement les phases φ et φ' que j'ai introduites ici. Et ça, c'est assez simple, on peut les reconnaître ensemble. Donc, si vous prenez, par exemple, θ de A', ici, moins θ de B', là. Et puis ensuite, vous allez chercher le terme en moins Q fois moins, donc plus Q, l'intégrale de A' à B', ou si vous préférez, moins Q, l'intégrale de B' à A' de A de R dr. Eh bien, tout ce qui est écrit en rouge, là, c'est exactement la phase φ'. Si vous prenez maintenant l'autre terme, donc moins θ de A plus θ de B moins tout ça, ça c'est exactement la phase φ. C'est normal, hein, il n'y a pas de miracle là-dedans. Je travaille avec des quantités variantes de jauge, donc tout va bien. Donc finalement, tout ce qui me reste ici, c'est que je trouve un H bar. Donc ici, je vais avoir φ' moins φ. Hein, c'est ce qui sort des quantités rouges. Moins Q fois l'intégrale curviligne de A de R dr égale 0 modulo 2π. Et ça, eh ben, c'est rien d'autre que ce qui est écrit au tableau là-bas. C'est-à-dire que si maintenant je mets tout du même côté pour faire apparaître φ moins φ', et je fais basculer A de R de l'autre, je sais que l'intégrale curviligne de A de R, c'est le flux φ. Et donc j'obtiens φ moins φ' égale, donc il y a un premier terme qui est le modulo 2π ici, que je mets explicitement sous la forme 2πn. Et puis ensuite, ce qui reste, c'est donc Q sur H bar. Alors je vais mettre le 2π en facteur, donc ça va être Q sur H bar, 2π sur H bar, Q qui vont apparaître. Donc c'est précisément le moins φ sur φ0. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire sur finalement les phases qui apparaissent dans le SQUID. Je vous avais dit en introduction qu'il faut qu'on trouve un moyen de contrôler la phase relative de petit φ et de φ' pour voir apparaître des phénomènes d'interférence. Eh bien, le moyen, il est là. C'est-à-dire que pour faire apparaître une différence de phase entre φ et φ', il faut que je varie le flux qui est grand φ ici. Voilà. Donc si j'ai ce champ magnétique, j'ai un moyen de moduler mes interférences. Alors, maintenant, pour terminer, donc, quel est le courant qui va circuler dans le φ? Donc là, faisons apparaître ces interférences. Donc, je reprends mes deux jonctions ici, avec toujours le φ qui est ici, le φ' qui est là. Et pour simplifier, je vais prendre des jonctions identiques. Donc je vais supposer que le IC de la jonction supérieure est le même que le IC de la jonction inférieure ici. Donc le courant total IX qui circule, qui arrive ici et qui repart là, c'est la somme des deux courants, je mets toujours dans le régime non dissipatif. Hein. Donc mon courant
grand I. Ext, c'est donc IC fois sinus phi plus sinus phi prime. Et donc là, on a besoin de se rappeler des formules de trigonométrie qu'on a vues au lycée. Sinus phi plus sinus phi prime, c'est le cosinus de la demi-différence fois le sinus de la demi-somme, avec un facteur 2 en plus. Donc ça va être 2 fois IC, cosinus de phi moins phi prime sur 2, sinus de phi plus phi prime sur 2. Mais phi moins phi prime, ben je le connais, il est fixé, hein, lui il ne varie pas, il dépend juste du flux extérieur, mais un flux extérieur fixé il ne varie pas. Donc cette formule-ci, je peux la réécrire sous la forme Iext égale un certain IC que je vais noter avec une barre, je crois. Oui, c'est ça. IC bar de grand phi fois sinus de phi bar. Alors je vais vous dire dans un instant ce que j'appelle phi bar et IC bar. IC bar, c'est donc ce qui sort dans le préfacteur ici. C'est le 2IC fois le cosinus. IC bar de grand phi, c'est 2IC fois le cosinus donc de phi moins phi prime sur 2, donc de pi fois n moins phi sur phi 0. Il faut que je fasse un peu plus. Alors ça peut simplifier un petit peu parce que cosinus de npi, ça change simplement le signe. Donc en fait, pour être rigoureux, ce que je vais mettre ici, c'est un plus ou moins. Et ici, je vais mettre une valeur absolue là. Et donc IC bar de phi, c'est donc 2IC, valeur absolue de cosinus de pi fois phi sur phi 0. Voilà. Quant à petit phi bar, ici, celui qui reste, eh bien, c'est simplement le sinus de phi plus phi prime sur 2. Donc ce que j'ai posé, c'est phi bar égale la moyenne géométrique de mes deux phases. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est que finalement, grâce à ce dispositif interférométrique, eh bien, on s'est fabriqué l'équivalent d'une jonction unique, mais une jonction unique dont le courant critique IC est ajustable. Simplement, en changeant le flux magnétique qui passe à travers la jonction, le grand phi, eh bien, je peux faire passer ce courant critique IC de la valeur 2 fois IC d'une jonction individuelle à 0. 0, ce sera quand l'argument du cosinus ici sera égal à pi sur 2 modulo pi. Voilà. Donc c'est ça finalement le principe du squid. On a notre interférence recherchée, l'équivalent donc des trous de Young, comme je le disais. Alors, première mise en évidence, eh bien, elles sont venues très vite. Et vous voyez, en 1965, donc 3 ans après l'article de Josephson. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le groupe qui a fait ça, c'est un groupe de Ford Motor Company. Ce n'était pas un laboratoire universitaire, c'était à une époque où il y avait beaucoup de recherches fondamentales dans des compagnies privées qui n'avaient pas forcément besoin de squid immédiatement. Voilà. Alors, le dispositif est là. Je vous propose de le construire ensemble, juste pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi il s'agit. On part de 2 supraconducteurs. Donc les voilà, mes 2 supraconducteurs. C'est un vert et puis un rose, mais c'est juste pour qu'on les distingue bien. Et l'idée, c'est donc de les mettre l'un sur l'autre comme ça. Et les jonctions, c'est donc au niveau des barres du T, des barres des T, que ça va se réaliser comme ça. Alors il faut mettre un isolant. Donc voilà mon isolant. Voilà. Et la manière dont on s'y prend, donc on fait une soudure. Alors pour faire une soudure, je vais faire une soudure bon marché. Je prends une agrafe. Voilà. Voilà. Mais on ne va pas les coller. On va les mettre en faisant un petit pont comme ça. Vous voyez, le vert fait un petit pont au-dessus du rose. Vous voyez, c'est clair pour tout le monde? Le petit pont. Voilà, donc je mets comme ça. Hop, deuxième soudure. Voilà. Donc j'ai 2 jonctions Josephson, une à gauche et puis une à droite.
Et entre, eh bien, j'ai un trou, et le champ magnétique il va être parallèle à cet axe-là, c'est-à-dire que j'aurai bien un flux du champ magnétique à travers ce trou-là, ici, puisque mon champ est orienté comme ça. C'est ce que vous voyez ici, hein. Le champ B est horizontal, comme ceci. J'espère que vous voyez la ressemblance entre mon dessin et puis mon travail pratique de la journée. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a le champ B ici qui passe donc, dans cette direction-ci. On a les deux jonctions Lefson, une là et une là. Et ensuite, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on simplement mesure le courant critique de cet objet. Et mesurer le courant critique, ça consiste simplement à reconstruire les caractéristiques. Je vous rappelle comment est-ce qu'on faisait. On prenait trace I trace V en fonction de I. Et ce qu'on trouve, c'est donc une droite comme ceci entre plus IC et puis moins IC. Puis après, on a les parties résistives qui sont comme ça. Voilà. Donc on mesure la valeur de IC, ici, en fonction du champ magnétique. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est une très belle oscillation, là, vous voyez, comme ceci, comme cela, etc. Ce qu'on voit, c'est une belle oscillation. C'est la valeur absolue du cosinus qui est écrite là-bas. Cette oscillation, elle est amortie quand je m'éloigne ici et puis là. Ça ne doit pas vous surprendre. On a exactement la même chose quand on fait des expériences avec des fentes Young. Quand vous prenez des fentes Young infiniment étroites, vous obtenez sur votre écran une très belle sinusoïde qui s'étend jusqu'à l'infini. Mais dès que vous prenez en compte la largeur des fentes individuelles, eh bien, la modulation du profil d'interférence vient se multiplier avec une fonction qui est un sinus cardinal, qui est en fait la diffraction par chacune des fentes prises individuellement. Et bien là, c'est exactement ça. Cette variation à grande échelle en champ magnétique, entre moins 400 et plus 400 milligauss, eh bien elle se comprend si on prend en compte l'effet du champ magnétique à l'intérieur de chacune des deux jonctions. Le champ magnétique à l'intérieur de ma jonction ici et à l'intérieur de cette jonction-là. Voilà. Donc on peut rendre compte de cette figure d'interférence exactement comme on le fait pour une expérience de fente Young avec des largeurs finies pour les fentes. Alors, le fonctionnement pratique d'un squid, quel est-il ? Eh bien, ce qu'on veut, c'est mesurer des champs extérieurs. Donc, on veut mesurer des flux extérieurs. Mais j'ai bien dit que le flux qui intervenait ici, le grand phi, aussi bien pour l'anneau sans jonction que pour l'anneau avec jonction, c'était le flux total, donc le flux extérieur, plus le champ créé par les courants qui circulent à la surface de l'anneau et qui sont responsables de l'effet Meissner. Donc, ce qu'on fait pour mesurer phi extérieur, c'est qu'on se met dans un régime où Li, pour I égale de l'ordre de l'intensité critique IC, est très petit devant le flux extérieur. Et on obtient comme ça donc, des dispositifs qui sont extrêmement sensibles. Si vous prenez une surface de 1 mm² pour l'anneau qui est représenté ici, donc la surface totale πr2 ici égale 1 mm², eh bien vous trouvez que quand le champ change de 10-9 Tesla, eh bien l'argument du cosinus qui est là-bas change de pi sur 2, c'est-à-dire que vous passez de cosinus 0 qui vaut 1 à cosinus pi sur 2 qui vaut 0. Donc vous passez d'une intensité critique de 2 IC à une intensité critique nulle. Et évidemment, on est capable de détecter des changements petits par rapport à quelque chose d'aussi brutal. Donc on a des sensibilités qui sont extrêmement bonnes. En pratique, ce que j'ai trouvé dans la littérature de plus précis à ce jour, c'est une sensibilité de 3-10-16 Tesla en une seconde de mesure. Alors, les squids ne sont pas les seuls à pouvoir mesurer des variations très précises de champ magnétique. En particulier, il y a leurs concurrents directs, c'est des magnétomètres qui utilisent la pression de l'Armor, de spin dans les champs magnétiques. Là où les spins sont imbattables, c'est sur la dynamique, c'est-à-dire sur la bande passante. Un squid peut mesurer des champs magnétiques qui varient à l'échelle de 100 MHz, là où les magnétomètres qui utilisent la pression de l'Armor, eux, sont limités, je dirais, à 100 Hz, peut-être le kilohertz, mais pas plus. Donc, si vous avez besoin d'une grande bande passante, et si vous pouvez vous offrir un environnement cryogénique pour avoir des supraconducteurs, alors les squids sont des outils uniques. Là, je parle de sensibilité. Et donc, ça, par exemple, vous avez des applications où vous pouvez comme ça mesurer les champs magnétiques, donc les courants qui circulent dans le cerveau, en mettant les patients sous un cryostat, ici, avec un casque comme ça. Les squids ne sont pas eux-mêmes collés au crâne du patient, évidemment, parce que sinon, il faudrait que le patient soit également cryogénique, donc ça marche moins bien, on pense moins. Donc les squids sont un petit peu éloignés, donc ça complique un peu ensuite l'interprétation des résultats. Mais
voilà, on a donc des dispositifs comme ceci où on exploite la très grande sensibilité de ces squids. En revanche, ce ne sont pas des dispositifs qui ont une très bonne précision intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'imperfections dans la construction du squid qui font qu'on ne mesure pas le champ magnétique très précisément. On mesure s'il varie, donc on a un outil qui est très sensible, mais on n'a pas un outil qui est très précis. Si vous voulez vraiment faire des mesures précises du champ, pour dire ce champ vaut 1 microtesla avec plein de zéros derrière la virgule, eh bien là, il faut mieux utiliser les magnétomètres à pression de Larmor dont je vous parlais. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire sur les squids. Et maintenant, eh bien, j'aimerais que vous parliez un petit peu, brièvement, des qubits supraconducteurs, qui sont, comme vous allez le voir, des applications directes des squids qu'on vient de voir ensemble. Et pour ça, je vais décrire 2 types de qubits seulement, qui sont les boîtes à paires de Cooper et les transmons. Alors, avant de décrire les qubits précisément, je voudrais passer en revue ce qu'on appelle les critères de Di Vincenzo. Di Vincenzo a écrit un article en 2000 dans lequel il mettait une série de critères pour avoir ce qu'on peut appeler des bons qubits. Et voilà les critères de Di Vincenzo qui sont toujours d'actualité et qui résument bien la liste, le cahier des charges, si vous voulez, qu'il faut pour qu'un système soit éligible en termes de qubits, c'est-à-dire de bits pour traiter l'information quantique. Premier critère, c'est qu'il faut que l'espace des états puisse être amené à un espace de dimension 2. L'espace des états, en général, c'est de grande dimension, infinie souvent, mais il faut pouvoir isoler dans cet espace des états un sous-espace de dimension 2, 0 et 1, on va appeler 0 et 1, qui sera bien isolé du reste. Ensuite, si je prépare une combinaison linéaire de 0 et de 1, alpha 0 plus bêta 1, il faut des longs temps de cohérence. Il faut être capable d'initialiser ce qubit dans un état donné, par exemple le préparer de manière déterministe dans l'état 0. Une fois qu'il est préparé dans l'état 0, il faut être capable de le manipuler, c'est-à-dire de faire des transformations unitaires pour passer de l'état 0 à n'importe quelle combinaison linéaire de 0 et de 1. Autre critère important, une fois qu'on a fait ces transformations unitaires, il faut être capable de lire son état. Donc ça peut être dans la base 0,1, ça pourrait être une autre base par exemple, mais il faut être capable de mesurer la probabilité d'être dans l'état 0 et la probabilité d'être dans l'état 1 en refaisant l'expérience un certain nombre de fois. Et puis enfin, il faut être capable de coupler les qubits par paire pour réaliser des portes logiques à 2 qubits. On ne peut pas faire un ordinateur quantique avec simplement des portes à 1 qubit. Il faut de temps en temps, au moins, faire des portes à 2 qubits, les coupler, et puis faire l'équivalent des portes OR ou et avec ces qubits. Voilà. Et donc, à chaque fois que vous prenez un système à 2 niveaux, eh bien, il faut vérifier qu'il vérifie tous ces critères. Alors, avec les qubits supraconducteurs, on a beaucoup de plateformes, enfin beaucoup de schémas qui permettent effectivement de réaliser ces critères plus ou moins bien. J'en ai mis ici quelques-uns. Alors, les 2 qu'on va regarder ensemble, c'est la boîte à paires de Cooper et le transmon. La boîte à paires de Cooper, elle a surtout un intérêt historique. Le transmon, il est utilisé par IBM, par Google, par Intel. Mais il y en a d'autres types de qubits qui sont utilisés en ce moment. Les qubits de chat, donc ça c'est la start-up Alice et Bob en France. Amazon utilise les qubits de chat. Le fluxonium, Atlantic Quantum, et puis d'autres types de qubits de phase, qubits de flux. Voilà. Mais nous, on va se concentrer sur ces 2-là, boîte à paires de Cooper et transmon, où vous allez voir apparaître les squids qu'on vient d'étudier. Alors, je commence par la boîte à paires de Cooper, donc, comme je vous le disais, c'est un intérêt surtout historique, mais ça pose bien le problème. Donc, c'est une proposition initiale de Vincent Bouchia et al. Le cœur de la boîte à paires de Cooper, c'est un îlot supraconducteur, que je vais vous encadrer ici. Voilà, c'est lui. Ça, c'est le cœur de la boîte. Ici, c'est un petit matériau supraconducteur. Ce petit matériau supraconducteur, il est dans un premier temps couplé à un autre supraconducteur ici par une jonction Josephson, qui est la partie grisée qui est là. Voilà. Donc ici, vous avez une jonction Josephson qui vous couple ce petit îlot ici à un réservoir de paires de Cooper qui est là, si vous voulez. Si je n'ai que ça, l'hamiltonien, eh ben, c'est celui qu'on a déjà étudié plein de fois. Hein. Je peux l'écrire sous la forme EC sur 2 pour EC, une énergie de charge, fois n carré, où n va être le nombre de paires de Cooper sur cet îlot ici, moins EJ cosinus phi. Et on va se mettre dans ce qu'on a identifié la semaine dernière comme étant le régime de Fock, c'est-à-dire le régime où EC est très grand, ici. Et par très grand, j'entends plus grand que EJ, ici. Et comme vous le voyez, j'ai mis des chapeaux sur tous ces objets-là, sur H, sur N et sur Phi.
ce qui signifie qu'on va faire un traitement quantique de cet objet. Et ce traitement quantique, il est nécessaire parce que EC est vraiment grand, et en particulier, il est grand devant KT. Ce qui veut dire que si je ne fais que ça, on va voir comment on complète avec VG ici, mais si pour l'instant j'ignore le VG qui est là, si je ne fais que ça, eh bien l'état fondamental, en oubliant le EJ pour l'instant, l'état fondamental de ça, c'est l'état n égale 0, pas de paire de Cooper sur ma boîte, et comme EC est très grand devant KT, la probabilité qu'il y ait une paire de Cooper qui soit posée spontanément par des fluctuations thermiques est négligeable. Donc la variable n ici est vraiment quantifiée. Je serai dans l'état n égale 0 et pas dans l'état n égale 1 ou l'état n égale moins 1. Je n'enlèverai pas une paire de Cooper, je n'en rajouterai pas une par des fluctuations thermiques. Alors le cos phi qui est là, quel est-il? Ça, on l'a vu ensemble la dernière fois. J'ai introduit cet opérateur que j'ai appelé grand E, dont vous avez dit qu'il s'appellerait plus tard puissance phi, qui était l'opérateur qui faisait de n à n plus 1 ou de n à n moins 1. Eh bien voilà, le cosinus phi, c'est 1,5 de puissance phi plus puissance moins phi, donc de E plus E croix dans les notations de la dernière fois, qui est donc passé de n à n plus 1 et de n à n moins 1. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il me reste à dire comment est-ce qu'on va manipuler cette boîte à paire de Cooper. Et pour manipuler cette boîte à paire de Cooper, eh bien, on rajoute la capacité CG ici et la tension VG. Vous pouvez appeler ça VG pour tension de grille, si vous voulez, en rappel de ce qui se passait au temps des lampes électroniques. Donc, on peut changer VG ici, ce qui va mettre des charges sur la capacité CG. Et donc, de manière équivalente, on peut calculer le nombre de charges NG, qui est donc un nombre classique, c'est une variable d'ajustement que je contrôle avec un potentiomètre qui m'ajuste VG. Donc NG, c'est CG la capacité fois V, divisé par la charge élémentaire d'une paire de Cooper, 2E. Et donc quand je fais ça, eh bien, je décale le centre ici pour l'amener donc en NG. Donc mon Hamiltonien, quand j'ai un VG non nul, c'est EC sur 2, N chapeau moins NG au carré, moins EJ cosinus phi. Voilà. Et c'est avec cet Hamiltonien qu'on va travailler, en fait, aussi bien pour la boîte à paire de Cooper que pour le transmon. Et on connaît donc tous les opérateurs. Alors, pour commencer, supposons que EJ soit nul, c'est-à-dire supposons que je puisse négliger dans mon Hamiltonien ce terme-là. Donc j'ai simplement un Hamiltonien très simple, EC sur 2, N chapeau moins NG. Encore une fois, NG est un paramètre, un nombre que je varie à la main en changeant la tension de grille VG. Quels sont les états propres de système? Eh bien, c'est les états propres. Les états propres sont les états à nombre de particules bien définis, c'est l'état propre de l'opérateur n. Donc je peux avoir par exemple l'opérateur n égale 0, et si je trace son énergie ici en fonction de ng, eh bien c'est simplement une parabole comme ça, H égale EC sur 2, ng carré. Donc c'est une parabole ng carré. Si je prends l'état n égale 1, eh bien j'aurai ici EC sur 2, 1 moins ng, donc c'est encore une parabole, mais décalée de 1, c'est cette parabole-ci. Puis si je prends n égale moins 1, donc j'ai enlevé une paire de Cooper à ma boîte, eh bien c'est cette parabole-là. Voilà, donc là, c'est vraiment très simple. J'ai simplement ce paramètre-ci que je mets en abscisse et j'ai une série de paraboles décalées les unes par rapport aux autres. Si maintenant je prends en compte EJ, donc il faut que j'efface ma croix là, voilà, je prends en compte EJ. EJ, je vous rappelle ce que c'est EJ cosinus phi, donc c'est quelque chose qui fait passer de n à n plus 1 à n à n moins 1. Donc si je prends ma parabole n égale 0 qui était là où elle croisait la parabole n égale 1, eh bien, mon couplage ici va me coupler 0 et 1. Je vais pouvoir passer de l'état n égale 0 à l'état n égale 1 grâce à cet opérateur-ci. Donc là où j'avais un croisement, eh bien, je récupère un anticroisement d'autant plus marqué que EJ sera grand. Bon, là, j'ai pris un EJ petit devant EC, puisque j'ai dit que j'étais dans le régime de Fock. Donc j'ai un anticroisement qui se manifeste surtout au voisinage immédiat du croisement des deux paraboles qui se produit pour ng égale 0,5. De la même façon, j'ai un croisement en moins 0,5, en moins 1,5, etc. Voilà. Eh bien, le qubit qu'on va fabriquer à partir de ça, c'est ce point-ci. Voilà, si je prends les deux états que je fais émerger ici à n égale 0,5, là j'ai deux états qui sont bien isolés de tout le reste du spectre de mon Hamiltonien, et c'est avec ça qu'on va travailler. Donc je vous les remets ici en faisant un zoom. Donc là, vous avez toujours ng, mais maintenant je varie simplement entre 0,3 et 0,7.
Donc le croisement à 0,5, il est là. En bleu, je vous ai remis les états nombres en l'absence de couplage EJ. Et puis en rouge, eh bien, c'est l'état propre en présence de couplage, toujours pour EJ égale 0,04 C. Et donc là, on a donc, je dis, notre qubit, avec donc séparé les deux états, plus et moins sont les deux états du qubit. Ils sont séparés de EJ. Et c'est là qu'on passe en revue tous les critères de Di Vincenzo. Et on voit qu'il y en a un immédiatement qu'il va falloir vérifier si on peut le satisfaire, c'est est-ce que je vais pouvoir mettre deux qubits en résonance l'un avec l'autre pour faire des portes logiques entre les deux qubits. Et pour ça, il faut être sûr que mes deux qubits, ils ont le même EJ pour que ça marche. Et comment est-ce que je contrôle EJ pour un qubit? Eh bien, un remède simple, c'est d'avoir un squid. Je vous ai dit, le squid, c'est ce qui permet de contrôler l'intensité critique. Mais EJ, c'est jamais rien d'autre que l'intensité critique fois h bar. Donc, contrôler l'intensité critique, c'est contrôler EJ. Donc, pour ça, eh bien, on va remplacer donc, la boîte à paires de Cooper que j'avais dessinée tout à l'heure par, finalement, un squid. Donc, mon îlot, il est ici, toujours. Mais il est couplé au réservoir, maintenant, par deux jonctions, une ici et une là. Et au-dessus de cette partie centrale, ici, on met une petite boucle de courant qui permet d'ajuster la valeur de EJ. Et avec ça, eh bien, si j'ajuste la valeur de EJ, je vais pouvoir mettre mes différents qubits en résonance les uns avec les autres et donc faire des portes logiques à deux qubits. Alors ça a été fait donc, pour la boîte à paires de Cooper. Et vous voyez ici un exemple qui marche très bien. Enfin, c'est un peu la même manip que celle que j'ai déjà montrée avec mes supraconducteurs en carton. Là. Vous voyez ici, quand vous variez le flux phi à travers cette petite boucle-là, vous voyez la valeur de J ici, qui est donnée en microélectrovolts, qui passe de sa valeur maximum à phi nul, 80 microélectrovolts, à 0. Quand phi est égal à 1,5 de phi 0, c'est-à-dire que l'argument du cosinus là-bas vaut pi sur 2. Voilà, donc sur le papier, ça marche, mais en fait, cette boîte à paires de Cooper, elle est un peu trop sensible à différents défauts. Donc c'est pour ça qu'elle est, je vous ai dit, elle a un intérêt historique, mais elle n'est plus utilisée maintenant. Elle a un avantage, c'est comme je disais, j'ai des qubits qui sont très bien isolés des autres états quantiques, puisque vous voyez, mon qubit plus-moins, je l'ai remis ici, toujours avec mon NG qui varie entre 0,3 et 0,7 ici. Donc le qubit qui m'intéresse, il est là, et les états suivants, ils sont là-haut. Donc il y a un très gros écart en énergie entre ce que j'ai ici et puis ce que j'ai là. Donc ça, l'isolation, elle est parfaite. Mais le problème, c'est que vous avez une grande sensibilité au bruit de charge. C'est-à-dire que si je ne prépare ma tension VG, si elle n'est pas exactement la bonne, eh bien, je ne vais pas être exactement ici, je vais me décaler vers la gauche ou vers la droite, vers la gauche ici ou vers la droite ici, et à ce moment-là, eh bien, mes niveaux d'énergie vont s'écarter, et donc ça, ce n'est pas très bon. Ça va créer de la décohérence. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, quand je dis on, c'est la communauté, c'est dit, cette bande ici, en fait, elle n'est pas assez plate, quoi. Elle varie trop vite avec la valeur de la tension de grille. Donc, il va falloir essayer de faire mieux, essayer de faire quelque chose de moins sensible à VG. Et pour ça, eh bien, l'idée, c'est de passer au transmon. Donc, le transmon, c'est une sorte d'acronyme pour Transmission Line Shunted Plasma Oscillation. Donc, shunted signifie qu'on va mettre quelque chose en parallèle pour amortir, enfin pour diminuer des valeurs de paramètres. Et l'idée, c'est qu'on va mettre une grande capacité en parallèle de ce système-là que vous avez vu. Donc on va mettre une grande capacité. Je vous rappelle que quand on a des capacités en parallèle, eh bien, la valeur des capacités elle-même s'ajoute. Donc on va mettre, donc C va augmenter. Et donc l'énergie de charge EC va diminuer. Donc je m'étais mis dans un régime où EJ était très petit devant EC. Maintenant, on va diminuer EC, c'est-à-dire qu'on va augmenter le rapport EJ sur EC. Et c'est comme ça qu'on va passer de la boîte à paires de Cooper au transmon, en augmentant ce rapport EJ sur EC. Et la manière dont on s'y prend pour augmenter EJ sur EC, c'est qu'on diminue EC en mettant une grande capacité en parallèle. D'où l'idée de shunted ici, et du transmon. Donc comment est-ce qu'on passe de la boîte au transmon? Eh bien simplement, on garde le même Hamiltonien. C'est l'Hamiltonien qui est écrit en haut à droite, là. On garde ce même Hamiltonien, mais simplement, EC va diminuer ici. Donc, je vous ai remis les niveaux d'énergie qu'on avait trouvés ici pour EJ sur EC, qui était tout petit, ce que j'ai appelé le régime de Fock. Et puis, si maintenant je passe à EJ sur EC égale 1, eh bien vous voyez que déjà la bande du bas est devenue beaucoup plus plate. Cette bande-ci a encore une oscillation marquée, celle-ci oscille vraiment beaucoup.
Et si je passe à EJ sur EC égale 4, eh bien là, j'obtiens les bandes plates que je cherche, c'est-à-dire une insensibilité à la tension de grille, donc ici et ici. Je passe donc du régime appelé régime de Fock au régime Josephson. Le régime Josephson, si vous vous souvenez bien, c'était EC qui était petit devant EJ, donc c'est bien le cas, là j'ai EJ qui est égal à 4 fois EC. Et donc, quand on a ça, eh bien, on retrouve tout ce qu'on a dit avant sur la jonction Josephson, simplement c'est une version quantique de ce qu'on a dit avant. Par exemple, on avait parlé des oscillations plasma avant, hein, ces oscillations plasma, enfin, ce n'est pas à peine que je vous le montre tout de suite, voilà, il faut que je revienne en arrière. Vous avez parlé des oscillations plasma, les oscillations plasma, eh bien, simplement la fréquence des oscillations plasma, c'est simplement la différence, ici, entre la bande fondamentale et la première bande excitée, le racine de EJEC qu'on avait trouvé précédemment. Alors, il n'y a pas de repas gratuit en ce bas monde, donc on a effectivement des bandes plus plates, donc une meilleure insensibilité, une meilleure insensibilité aux fluctuations de la tension de grille, mais en revanche, on a un qubit qui est beaucoup moins bien isolé, parce que maintenant, vous voyez, la bande 2, là, elle est beaucoup plus proche de la bande 1 qu'on était dans ce cas-ci, où là, vous aviez ce qubit qui était ici, et puis les autres états excités beaucoup, beaucoup plus haut. Mais bon, il semble que ça convienne bien, c'est-à-dire que si vous prenez la puce Sycamore de Google, qui est une de celles qu'ils ont beaucoup utilisées ces dernières années, eh bien, en fait, on a l'oscillation plasma ici qui se produit à 6 GHz, et la transition de 1 vers 2, qu'on ne veut pas voir se produire dans l'expérience, parce que là, ce serait une fuite, une sortie du système à 2 niveaux, qui est simplement écartée de 0,2 GHz, mais il semble que ça suffise pour bien isoler le qubit 0,1. On est à 5,8 GHz. Voilà. Donc voilà un type de transmon qui est utilisé dans l'industrie maintenant, donc, pour créer ces plateformes qui un jour deviendront, on espère, des ordinateurs quantiques performants. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire sur ces qubits à supraconducteurs. Et maintenant, donc, j'aimerais qu'on passe, dans le temps qui nous reste, au squid atomique. Et puis, donc, passer des expériences sur ces squids atomiques. Donc, première chose, c'est finalement comment est-ce qu'on va transposer ce qu'on a fait pour nos particules chargées, ce flux magnétique qui passe à travers notre anneau, comment est-ce qu'on va le transposer à des particules qui n'ont pas de charge. Et c'est là qu'on a quelque chose qui est important, qui est cette équivalence entre champ magnétique et puis rotation. Donc pour montrer cette équivalence, je fais un tableau très simple, où à gauche, je vous mets ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, particules chargées dans un champ magnétique, que je vais supposer pour simplifier uniforme, et puis à droite, donc, particules neutres dans un référentiel à rotation. Pour ma particule chargée, quand elle est dans un champ magnétique uniforme, je sais ce qui lui arrive, classiquement, elle est soumise à cette force de Lorentz, QV vectoriel B. Si maintenant je prends une particule neutre, donc qui bouge dans un champ magnétique, elle n'a évidemment pas de force, mais si je la mets dans un référentiel en rotation, je sais qu'elle est soumise à deux forces. La première, c'est la force de Coriolis, 2mv croix oméga, où oméga est le vecteur rotation. Et puis il y a une deuxième force qui est la force centrifuge, que je n'écris pas ici. La force centrifuge, bon, ça vient briser un petit peu le parallèle, mais vous allez voir, on peut s'en débrouiller très bien. Ce qui compte à ce stade, c'est vraiment qu'à gauche et à droite, j'ai la même structure. J'ai V vectoriel, un vecteur constant. En l'occurrence, le vecteur ici, c'est QB. Et là, le vecteur, c'est 2m oméga. Donc le parallèle que je veux faire, c'est entre ce QB ici et ce 2m oméga là. Si maintenant je passe dans un formalisme hamiltonien, classique ou quantique, eh bien, pour notre particule chargée, on a vu que ce qu'il fallait prendre, c'était 1 sur 2m P moins QA au carré. Et pour notre particule neutre dans notre référentiel de rotation, eh bien, on peut écrire exactement la même structure. Si vous faites cette physique quantique dans un référentiel de rotation, je l'ai décrit en détail dans les notes et j'avais consacré un cours à ça une année précédente. C'est hamiltonien, on peut le mettre sous cette forme-là. 1 sur 2m P moins A au carré moins 1 demi de m oméga 2 R2. Alors le A qui apparaît ici, c'est m oméga vectoriel R, à mettre en correspondance à un A possible quand j'ai un champ magnétique uniforme, c'est ce qu'on appelle la jauge symétrique, c'est 1 demi de B vectoriel R. Là encore, vous retrouvez cette correspondance entre B et 2m oméga. Ici, j'ai mis
par une sorte de convention Q égale 1, une charge Q égale 1 ici, donc j'ai P moins A, là où j'avais P moins QA ici. Mais la structure du A, ici et là, est exactement la même. C'est mon vecteur caractéristique, B en l'occurrence à gauche, oméga à droite, vectoriel, la position R. Et puis, comme je disais, j'ai la force centrifuge en plus dans le référentiel en rotation. La force centrifuge, c'est elle qui est responsable de ce potentiel harmonique, enfin, potentiel harmonique inversé, moins 1,5 de m oméga 2 R2. Mais ça, on peut en faire notre affaire. Si vous avez une expérience d'atome froid, par exemple, on sait comment générer des potentiels harmoniques avec des faisceaux laser ou avec des gradients de champ magnétique, de telle sorte que cette chose-là peut être enlevée si elle nous gêne, mais la plupart du temps, elle ne nous gêne pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, la force centrifuge est ici, et ce n'est pas un souci. Ce qui compte, c'est vraiment cette structure en P-A que vous avez à la fois ici à droite et ici à gauche. Donc, on a une équivalence entre les deux problèmes, aussi bien au niveau classique qu'au niveau quantique. Et donc, tout ce qu'on a fait pour notre SQUID, pour des particules chargées en présence d'un champ magnétique, on va pouvoir le transposer pour des SQUID à atomes neutres dans des référentiels en rotation. Et donc, un SQUID atomique permettra de détecter des rotations, tout comme un SQUID électronique supraconducteur permettait de détecter des flux magnétiques. Alors, plus précisément, je prends mon anneau en rotation ici, disons qu'il tourne pour l'instant autour d'un axe vertical, donc perpendiculaire au plan de l'anneau. Tout à l'heure, on verra ce qui se passe quand le vecteur rotation est incliné par rapport au plan de l'anneau. Le rôle du flux magnétique phi, eh bien, ça va être joué par oméga, le module du vecteur rotation, fois la surface de l'anneau, pi fois le rayon au carré si j'ai un anneau circulaire. Et on voit apparaître, a priori, une différence quand même entre les deux problèmes, différence qui ne va pas être importante, mais qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit, au moins quand on commence. C'est le suivant, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai bien dit, attention, le flux total, le flux magnétique total à prendre en compte, c'est le flux extérieur φx plus Li, le flux généré par les courants qui circulent dans l'anneau. Là, je n'ai pas d'équivalence, c'est-à-dire que je n'ai pas d'écrantage de la rotation par le mouvement des particules. Le oméga, c'est l'oméga extérieur, point, hein, dans mon hamiltonien. Alors on peut se dire, ah ben chouette, ça va être plus simple alors, puisque je n'aurai pas du tout à m'occuper du Li. Alors en fait non, encore une fois, il n'y a pas de repas gratuit. Certes, l'oméga, c'est l'oméga extérieur, il n'y a pas de Li qui vient, mais comme il n'y a pas justement ce Li, il n'y a pas non plus d'effet Meissner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrantage du champ magnétique, enfin il n'y a pas d'écrantage du champ de rotation à l'intérieur de l'anneau. Donc, ce qui m'avait bien simplifié la vie avec l'effet Meissner, parce que je vous avais dit, le courant est nul, donc je peux intégrer sur un cercle où j'ai mon intégrale du courant qui donne 0. Là, je ne vais pas avoir ça. Donc, le champ de vitesse, ici, à l'intérieur de l'anneau, il ne va pas être nul. Donc, simplement, je vais transposer un problème, qui est donc le Li ici, sur un autre problème qu'il va falloir que je prenne en compte, effectivement, le champ de vitesse sur l'anneau. Au bout du compte, le résultat va être le même, hein, je vous rassure, donc c'est juste une question technique. Donc comment est-ce qu'on fait le calcul ? Eh bien là encore, ils sont faits assez en détail dans les notes, mais comme c'est vraiment une duplication de ce que j'ai fait au tableau ici, je ne vais pas le refaire, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Je reprends deux jonctions Josephson ici, donc c'est des barrières tunnels, comme on a vu, avec par exemple des nappes de lumière qui bloquent le passage des atomes. Je reprends mes deux points petit a et petit b pour celle-ci, mon point petit a' et petit b' pour celle-là. J'ai maintenant donc tout ce système-là qui est en rotation à vitesse grand oméga, c'est l'équivalent du flux magnétique, encore une fois. Et ce qu'on va prendre, eh bien, c'est on va prendre la relation mv égale h bar gradient θ moins a, c'est l'équivalent de celle que j'avais utilisée tout à l'heure. On va l'intégrer sur les deux arcs de cercle qui vont de a vers a' ici et de b' vers b qui vont là. Et on va mettre le résultat final sous une forme qui rappelle beaucoup celle que j'avais ici, qui me donnait donc phi' moins phi moins une intégrale de a dr. Eh bien, on va les mettre sous cette forme-là. Phi moins phi' égale 2pi petit n moins oméga sur oméga 0. Donc vous reconnaissez ici le 2pi petit n moins phi sur phi 0. Alors phi tout à l'heure, c'était le flux total. Là, maintenant, oméga,
c'est l'oméga extérieur. C'est là qu'on se dit c'est plus simple. Mais comme je le disais aussi, il n'y a pas de repas gratuit. Donc la contrepartie, c'est qu'il faut que je mette ici, en plus, les intégrales que j'appelle phi de C1 et phi de C2, qui sont l'intégrale du champ de vitesse, V de R, sur la partie A' et la partie B'B. Là où je disais tout à l'heure que mon courant était nul grâce à l'effet Meissner, et bien là maintenant je ne peux pas dire que la vitesse est nulle sur A' et sur B'B. Donc j'ai a priori cette contribution ici de la vitesse qu'on appelle inductance cinétique, parce que c'est quelque chose qui vient se rajouter au méga extérieur ici, tout comme dans le phi que j'avais ici, je pouvais l'écrire sous la forme phi extérieur plus Li, où L était l'inductance de mon système. Donc le Li qui était là, qui était la contribution d'inductance, eh bien ça se traduit ici par cette phi C1 et phi C2, qui sont donc ce qu'on appelle l'inductance cinétique. Alors cette inductance cinétique, je vais m'en débarrasser tout de suite, rassurez-vous, en vous disant qu'elle peut être négligeable si j'ai une certaine condition qui est bien remplie. Donc je vous ai remis ici la formule qu'on vient de trouver, phi moins phi prime égale la quantification habituelle moins la contribution de l'intégrale de la vitesse sur les contours. Oméga 0, je ne vous ai pas dit ce que c'était, excusez-moi, oméga 0, c'est simplement ce qui remplace le phi 0, le quantum de flux de tout à l'heure. Là, c'est h bar sur mr2. Donc, petit m, c'est la masse de mes particules, et grand R, c'est mon rayon de mon anneau, ici. Donc, à quelles conditions est-ce que je vais pouvoir me débarrasser de ces termes en rouge, là, de phi de C1 et de phi de C2 ? Eh bien, je vous dis, phi de C1 et phi de C2, c'est l'intégrale de la vitesse sur les contours. Donc, je relie la vitesse à l'intensité qui circule dans mon circuit. L'intensité, c'est juste la densité ρs fois la vitesse. L'intensité, ça se mesure en nombre de particules par seconde. Voilà, et ρs, c'est le nombre de particules par unité de longueur, et je multiplie par des mètres par seconde, par petit v. On veut travailler dans le régime non dissipatif, donc je veux que I ne dépasse pas IC, l'intensité critique de ma jonction J ici et de ma jonction J' là. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, si vous voulez que cette chose-là ici soit négligeable, et dire que c'est négligeable, il faut dire que c'est petit devant pi, puisque ce qui va m'intéresser, c'est des arguments ici de l'ordre de 1 ou de pi. Donc, ce que je veux, c'est que cette chose-là soit petite devant pi. Donc, si je dis que I égale ρSV doit être petit devant IC, eh bien, ça me donne une condition sur l'intégrale de V ici. Et tout ce qu'il faut, c'est que ce IC de mes jonctions soit petit devant quelque chose qui a une signification physique assez simple, c'est h bar sur mr fois ρs. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est simple ? Eh bien, h bar sur mr, ça c'est simplement le quantum de vitesse le long de mon anneau ici. Si vous dites que vous oubliez qu'il y a des jonctions, et vous dites je prends un anneau de longueur, donc 2πr, et vous regardez quelle est la vitesse la plus basse non nulle que vous pouvez mettre compte tenu des conditions limites périodiques, eh bien ça va être une vitesse qui vaudra h bar sur mr. C'est la vitesse élémentaire quantique que je peux associer à cet anneau. Donc je prends cette vitesse élémentaire quantique, je la multiplie par ρs pour avoir un flux. Donc ça me donne un flux caractéristique pour un anneau de rayon R. Eh bien, il faut que mes barrières soient suffisamment épaisses, ici, ou suffisamment hautes, pour que leur intensité critique soit petite devant cette intensité caractéristique de l'anneau. Et quand c'est vérifié, ça, eh bien, je suis tranquille, je peux négliger ça, et à ce moment-là, je suis dans un régime de quantification très simple, c'est-à-dire que mes phases phi moins phi prime sont 2πn moins ce rapport oméga sur oméga 0. Voilà. Et je vais supposer que c'est vérifié dans ce qui va suivre. Voilà. Eh bien, j'en arrive au dernier paragraphe, qui sont donc les expériences avec ces squids atomiques. Et un sous-titre de ça, c'est est-ce qu'on peut voir si la Terre tourne bien sur elle-même avec un squid atomique ? C'est finalement la rotation la plus simple qu'on peut imaginer. Est-ce que je peux voir que la Terre, effectivement, tourne sur elle-même ? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire une sorte de pendule de Foucault avec un squid atomique ? La réponse est oui. La réponse est oui, et elle a été faite avec de l'hélium liquide superfluide. Alors, il y a eu des premières expériences faites par Avenel et al. À Saclay en 1997. Là, je vais vous parler plutôt d'une expérience faite à Berkeley, dans le groupe de Packard, avec de l'hélium-3 en 2001. Donc, le squid en question, eh bien, il utilise les jonctions Josephson dont on a déjà parlé. Elles sont disposées ici et puis là. Et ces jonctions Josephson, eh bien, c'est simplement des séries de petits trous, 65 par 65, un réseau 65 par 65 carré de petits trous. Chaque trou a un diamètre de l'ordre de 100 nanomètres.
qui sont séparés de 3 microns les uns des autres, ici. La surface de cet anneau ici, qui donc compose le squid, hein, c'est ça le squid, est de 6 cm². Et ça, eh ben, on peut vérifier que ça permet bien de détecter la rotation terrestre. Le oméga 0, c'est donc, on l'a vu ensemble, hein, je vous avais dit c'est h bar sur m fois r2. Donc là, j'ai multiplié par pi en haut et en bas pour faire apparaître la surface de l'anneau, pi r2, donc c'est pi h bar sur s. Et quant à la masse à prendre en compte, c'est la masse d'une paire de Cooper, donc c'est 2 fois la masse de l'atome hélium 3. Et ça vaut 5 10-5 seconde moins 1. Et le oméga terrestre, au cas où vous l'auriez oublié, eh bien la Terre fait un tour complet, donc 2pi en 24 heures. Donc c'est 2pi divisé par 24, et il y a 3600 secondes par heure, donc ça fait 7,3 10-5. Et là on est content parce que oméga 0 et oméga Terre sont du même ordre, donc on va effectivement pouvoir explorer cette rotation de la Terre. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Déjà, il faut mesurer le I critique, hein, et donc ensuite on appliquera la formule, une fois qu'on aura IC, eh bien, on appliquera cette formule, IC bar égale IC cosinus pi oméga sur oméga 0. Pour mesurer IC, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la fréquence plasma. Donc on fait vibrer en fait une membrane. Ça, on l'avait déjà vu ensemble, hein, donc je vais assez vite. On fait vibrer la membrane. Comme ça, on mesure une fréquence de résonance, qui est la fréquence plasma. La fréquence plasma, on l'avait vu ensemble, et je l'ai rappelé il y a un instant, c'est la racine du produit EJ fois EC. Donc avec cette mesure-ci, on mesure EJ. Et maintenant, il faut faire varier grand oméga. Alors, on ne va pas faire varier la fréquence de rotation de la Terre, hein, ça c'est un peu difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est en fait, voilà la boucle, hein, c'est la boucle que vous avez vue tout à l'heure. J'ai fait beaucoup de découpage pour préparer ce cours, comme vous le voyez. C'est la boucle qui est là, ici, donc la voilà. Ce qu'on va faire varier, c'est qu'on va faire tourner cette boucle dans un plan vertical. Donc, on est à Berkeley, donc disons que le nord pointe par là, hein, enfin le nord, pas le nord, l'axe de rotation de la Terre, qui est donc l'axe qui passe par les pôles, nord-sud. L'axe nord-sud est comme ça, donc le vecteur oméga est comme ceci, et on va faire la manip en faisant tourner dans un plan vertical cette boucle. Et je vous ai dit, ce qui compte, en fait, c'est le flux de ce vecteur rotation à travers ce plan-là, ici. Donc, quand on est comme ça, j'ai un flux qui est non nul, qui est proportionnel finalement au cosinus de l'angle entre le vecteur nord-sud et puis la normale au plan, donc ça est proportionnel à l'altitude de Berkeley. Et quand je me mets comme ça, au contraire, là, le flux est nul. Hein, le produit scalaire entre la normale au plan ici et puis l'axe nord-sud vaut 0. Donc l'expérience a consisté à faire tourner ce plan comme ceci pour faire varier donc le vecteur, enfin l'argument du cosinus. Donc ici vous avez cosinus pi moins pi 0, mais ça je peux le réécrire 2ic cosinus pi fois oméga sur oméga 0. Donc on fait varier le oméga ici entre 0 et puis la valeur maximale quand on est dans la situation où on est orienté selon l'axe nord-sud pour cette boucle-là. Voilà, et ce qu'on trouve, c'est un magnifique résultat où vous voyez effectivement cette oscillation de IC qui tombe bien à 0 quand on est perpendiculaire, quand les deux vecteurs sont perpendiculaires, et qui est maximum ici quand oméga égale 0. Voilà. Donc, magnifique illustration, la Terre tourne sur elle-même, au cas où vous auriez eu des doutes, mais Foucault avait été là bien avant pour nous le dire. Alors, et les gaz atomes froids? Eh bien, pour l'instant, je dirais, les gaz atomes froids n'ont pas permis du tout de détecter la rotation terrestre dans des géométries de type squid, qu'on appelle des géométries de type atome-tronique, où on dessine des petits circuits pour les atomes avec des faisceaux laser. Les oméga 0 qu'on réalise finalement sont beaucoup trop grands, c'est-à-dire que la rotation terrestre est négligeable devant les oméga 0 qu'on sait réaliser. Les surfaces qu'on sait faire ne dépassent pas 10-3 mm², alors qu'il faudrait des surfaces d'au moins 10 mm², même si on va chercher des masses grandes, comme l'ytterbium, il faudrait une surface d'au moins 10 mm² pour faire l'équivalent de l'expérience de Berkeley avec de l'hélium. L'expérience de Berkeley, elle avait des centimètres-carrés, hein, mais on n'est pas du tout à ce stade-là pour les dispositifs atomes-troniques.
Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas détecter la rotation de la Terre avec des atomes, mais à ce moment-là, c'est des interféromètres à atomes libres, où là, vous avez par exemple des jets atomiques qui se propagent sur des distances de l'ordre du mètre, et vous pouvez comme ça retrouver des surfaces de l'ordre du centimètre carré pour votre effet. Mais à ce moment-là, ce qu'on utilise, c'est l'effet Sagnac, et on a effectivement des interféromètres extrêmement sensibles à la rotation. On peut détecter 10,9 radians par seconde, mais ce n'est pas des squids qui sont utilisés, ce n'est pas des dispositifs de type atome tronique. Alors, il y a eu quelques expériences de démonstration qui ont été faites avec des squids à atomes froids. Les deux groupes qui ont fait les résultats les plus spectaculaires, c'est le groupe de Gretchen Campbell à l'Université du Maryland, NIST, et puis le groupe de Boshir à Los Alamos. Et il y a de nombreux groupes qui travaillent sur des géométries annulaires. Alors, je vous donne juste un exemple de résultat, qui est du groupe de Los Alamos, qui date d'il y a quelques années. C'est un résultat qui utilise la notion de barrière mobile, qu'on avait vu ensemble il y a quelques semaines, pour simuler donc un courant extérieur. Alors, on peut simuler comme ça n'importe quelle rotation avec des barrières mobiles. Si vous voulez simuler simplement un anneau au repos, eh bien, vous allez prendre donc vos deux barrières, celle-ci et celle-là, et les mettre en mouvement l'une vers l'autre, comme ceci. Donc ça simulera un courant extérieur qui passe comme ceci et qui passe comme cela avec deux courants égaux. Donc c'est exactement ce qui se passe si j'ai simplement un anneau au repos. Et puis si vous mettez des vitesses différentes pour la barrière supérieure par rapport à la barrière inférieure, eh bien ça simulera un anneau en rotation. Et pour vous donner juste un résultat, les expériences ont effectivement montré qu'on avait comme ça réalisé un squid, c'est-à-dire que dans cette géométrie-ci, quand on varie la rotation, ce qu'on appelle oméga extérieur, qui est donc cette rotation simulée en mettant une vitesse différente à la jonction supérieure et à la jonction inférieure, eh bien quand on varie oméga, on a bien une variation du courant critique dans l'anneau, qui est en relativement bon accord avec ce qu'on attend de la théorie du squid. Vous voyez, la squid théorie, c'est la courbe en bleu, là, qui est ici, et les points expérimentaux, c'est les points rouges. L'accord est raisonnable, je dirais, sans plus. Voilà. Donc ça, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Vous voyez, les squids atomiques sont encore loin d'égaler leur équivalent supraconducteur. Et je voudrais terminer par deux diapositives de conclusion générale sur ce cours. Première chose que j'ai déjà dite de nombreuses fois, mais je ne m'en lasse pas, c'est l'aspect visionnaire de l'article de Josephson. Je le savais avant de commencer à préparer ces cours, mais vraiment en le préparant, en relisant cet article et en regardant tout ce qui était fait après, je me dis que c'est vraiment un article, c'est presque unique dans l'histoire de la physique, un article fait par un étudiant en thèse qui, dans les années qui vont suivre, vont générer autant d'applications, autant de travail d'une communauté qui est très vaste, toute la communauté de matière condensée a travaillé là-dessus. Ce qui est également étonnant, c'est la rapidité avec laquelle les développements technologiques sont apparus. L'article date de 62, et bien en 63 on a les résonances de Shapiro, en 72 ça a impacté tous les standards de fréquence, tous les standards électriques, de mesure électrique, le volt et talon. Les squids sont apparus en 65, et comme vous l'avez vu, les développements technologiques ils sont venus de beaucoup d'endroits, des Bell Labs, mais aussi de cette Ford Motor Company. Là, Donc vraiment, on a l'impression que toute une communauté s'y est mise immédiatement. L'impact a été considérable au niveau technologique, mais il a été également considérable au niveau conceptuel. Et ça aussi, on l'a vu. Alors, ça a pris peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est probablement Tony Eggett qui a été le meilleur avocat pour ça. Les jonctions Josephson ont été des plateformes idéales pour aller tester la physique quantique dans son niveau macroscopique. Et ce test de la mécanique quantique, c'est des tests de linéarité de la physique quantique. C'est ça que Eggett avait en tête, c'est-à-dire des superpositions cohérentes d'états macroscopiquement antinomiques. Et c'est ça qui a débouché donc en 83, donc là c'est 20 ans après la prédiction de Josephson, à cet effet tunnel macroscopique observé par Clark, Devoe et Martinis, qui était l'objet du dernier prix Nobel. Et puis, autre domaine d'impact qu'on a vu aujourd'hui, c'est rôle central dans la conception de qubits supraconducteurs. Donc ça, c'est pour ce qui porte sur les qubits supra. Ça a également eu un impact bien au-delà de la physique des supraconducteurs, puisque c'est un impact finalement qui concerne tous les systèmes quantiques macroscopiques qui sont décrits par un paramètre d'ordre qui a une phase globale, une phase et puissance iθ. Si vous avez un paramètre d'ordre de ce type-là, complexe, ρ, racine de ρ et puissance iθ, eh bien, vous allez pouvoir lui appliquer les concepts de jonction Josephson. Alors, il y a eu des expériences magnifiques, comme vous l'avez vu, sur les liquides hélium-3 et hélium-4, dans leur état superfluide, j'en ai parlé. Et puis, il y a eu donc les expériences sur les gaz d'atomes froids, et je termine avec ça. Et quand on regarde les expériences
avec les gaz d'atomes froids et qu'on les compare à ce qui a été fait à la fois avec des gaz, des fluides d'hélium liquides et puis les supras, eh bien, je dirais que c'est un verre à moitié vide ou à moitié plein, donc on est plutôt optimiste ou pessimiste. Le verre à moitié vide, ben, c'est qu'il y a certes eu des démonstrations des effets déjà connus, comme l'effet Josephson DC ou AC, les résonances de Shapiro, les squids, mais ça reste beaucoup moins quantitatif. Hein. C'est des expériences de démonstration, donc on voit l'effet, mais on n'en fait pas des standards pour mesurer des potentiels chimiques ou pour mesurer des rotations. Comme vous l'avez vu, on en est très très loin. Alors néanmoins, il y a des aspects positifs. Un lien important, c'est le lien avec la métrologie quantique via les états comprimés. C'est-à-dire que les concepts de métrologie quantique rejoignent les concepts fondamentaux des jonctions Josephson, et je pense que la comparaison entre les deux est un sujet extrêmement fertile. Et puis aussi, et c'est peut-être là finalement que la notion de simulation quantique prend tout son sens. La simulation quantique, c'est prendre un système physique et essayer de le modéliser avec un autre système physique radicalement différent pour explorer des nouveaux paramètres. Et bien là, avec nos gaz d'atomes froids, on simule donc des systèmes supraconducteurs. La simulation des effets eux-mêmes qu'on connaît bien, comme je dis, c'est moins quantitatif, mais en revanche, on est capable d'explorer des nouveaux régimes. Et c'est peut-être ça le plus intéressant. Les nouveaux régimes qu'on a vus apparaître, eh bien, c'est le régime d'autopiégeage, par exemple, qui n'est pas possible avec des supras, parce qu'on travaille avec des densités à densité constante, on ne travaille pas avec des nombres d'atomes constants, donc le régime d'autopiégeage n'a pas de raison d'être. On a vu apparaître des transitions de phase, on a vu apparaître des bifurcations, ça c'est lié à la dynamique non linéaire de la jonction. Et finalement, c'est peut-être ça, finalement, le vrai apport de ces systèmes de type atome-tronique, c'est de pouvoir pousser les équations Josephson dans des régimes pour lesquels elles n'ont pas été conçues, mais pour lesquels elles restent valables, et pour voir apparaître comme ça des nouveaux phénomènes. Voilà. Donc, bien sûr, je serais ravi s'il y a des manips quantitatives qui apparaissent à partir de ça, mais au moins, avec ces nouveaux régimes qui ont été explorés, déjà, je trouve que c'est bien d'avoir fait et généralisé les effets Josephson à ces gaz quantiques. Voilà. Et bien, je vais m'arrêter là, et je vous remercie pour votre attention.